Nous sommes le 17 août 2022 et c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Matthew Moore, poursuivi pour le meurtre de son épouse Emily Noble. Il risque la prison à vie. Si vous voulez connaître l'histoire d'Emily et savoir comment et pourquoi Matthew a été arrêté, je vous invite à regarder cette vidéo d'abord si c'est pas déjà fait. Matthew Moore est poursuivi par l'État de l'Ohio, qui est représenté ici par le procureur Mark Slipper, et il est assisté d'un autre avocat qui est ce monsieur, dont j'ai jamais trouvé le nom, donc je suis désolée, je sais pas comment il s'appelle. Et comme l'exige la loi, ce sont eux qui commencent par présenter leurs théories dans cette affaire. Mais laissez-moi d'abord rentrer dans le perso. Ok, c'est bon. Mesdames et messieurs les jurés, Emily Noble était une femme courageuse et forte, dont la vie a été marquée par les drames certes, mais qui les a toujours surmontés. Jamais elle ne se serait ôté la vie. Son décès tragique est bel et bien un meurtre, commis par nul autre que son mari, Matthew Moore, l'accusé, ici présent. Non seulement cet homme a mis fin à la vie de sa femme, mais en plus il a tenté de maquiller son décès, de faire croire qu'il était auto-infligé, et il a tout mis en place pour contrôler toute l'histoire et tenter de s'en sortir indemne. Mais ne nous croyez pas nous sur parole, les avocats de l'accusation. Mesdames et messieurs les jurés, faites confiance aux preuves. Aujourd'hui, vous allez entendre les proches d'Emily vous décrire la femme incroyable qu'elle était et à quel point son couple avec Matthew Moore se portait mal. Vous allez entendre les policiers en charge de cette enquête vous expliquer comment et pourquoi tous les éléments de cette histoire les ont conduits à arrêter l'accusé. Et puis surtout, des experts reconnus dans leur domaine vont vous raconter pourquoi le décès d'Emily Noble ne peut en aucun cas être autre chose qu'un meurtre. C'est bien simple, les preuves elles sont tellement irréfutables dans cette affaire que nous en sommes sûrs. À la fin de ce procès, vous ne pourrez arriver qu'à un seul verdict: coupable. Alors quand vous êtes prêts, installez-vous confortablement sur le banc des jurés, ça fait longtemps, et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Et qui mieux pour commencer ce procès et nous parler d'Emily Noble que sa sœur, Amy Thomas. Oui, c'est vrai, Amy va le confirmer. Emily, elle a connu de nombreux drames dans sa vie. En plus des décès dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, elle a aussi plusieurs de ses amis qui ont perdu la vie au cours des années précédentes. Mais ces moments de vie difficiles, Emily, elle les a toujours surmontés, dépassée. Alors évidemment, elle a eu des moments de down, comme tout le monde, c'est normal, elle a eu beaucoup de proches qui sont morts. Bien sûr qu'elle a eu des moments difficiles, mais à chaque fois que sa sœur s'est inquiétée pour elle et lui a posé la question « Emily, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que tu risques de t'ôter la vie ?» Emily a toujours assuré à sa sœur que non, elle n'était pas sur le point de s'ôter la vie et que d'ailleurs, elle ne ferait jamais ça. Et c'est quelque chose qu'Emily va dire à plusieurs reprises au cours de sa vie à sa sœur, notamment après le décès de son mari Mark, qui s'est ôté la vie. Elle dira à Amy « Je ne te ferai jamais ça parce que je sais ce que c'est d'être le proche de quelqu'un qui décide d'en finir. Je ne te ferai jamais subir ça. » Did you talk to her about any thoughts she might be having about harming herself? I did. I remember before leaving, telling her goodbye and just asking her, you know, should I check in on you? How are you doing? She said, I'm doing okay. I said, do you have any thoughts of harming yourself or others? And she said, no. Did you have conversations with Emily at that time about how she was doing physically or emotionally? Yes, we both had conversations with each other. It was a lot, and Emily was Mom loves all three of her kids, but Emily and Mom had a special relationship. They really did. And before I left, I said, are you thinking about harming yourself or others? She just looked me in the eye and said, no, Amy, I wouldn't do that to you. I know what that feels like.
Non seulement Amy, elle est formelle sur le fait qu'Emily n'aurait jamais commis un acte pareil, mais en plus elle va dire que si vraiment elle avait dû faire ça, eh bien ça n'aurait pas été à cette date-là. Pourquoi pas à cette date-là ? Eh bien parce que Amy et Emily, elles étaient très proches, même si Amy habitait assez loin. Elles avaient une relation qui était assez particulière pour des sœurs, puisqu'elles avaient à peine un an d'écart. En fait, il y avait que 2 jours entre leurs 2 anniversaires. Emily, elle était née le 24 mai. D'ailleurs, je corrige une petite erreur que j'ai faite dans la vidéo précédente. Je vous ai dit que c'était le 25 son anniversaire, c'était bien le 24. Emily fête donc son anniversaire le 24 mai, et Amy, son anniversaire, c'est le 26. Ça veut dire que 2 jours par an, eh bien, Amy et Emily, elles ont exactement le même âge. Et ça, c'était une petite blague entre elles, c'était un rituel. Le 24, Amy appelait sa sœur pour lui souhaiter son anniversaire et lui dire « on a le même âge, c'est trop bien ». Et puis elle se rappelait le 25, généralement Emily appelait Amy pour lui dire « hey, aujourd'hui, on a exactement le même âge ». Et puis le 26, Emily passait un coup de fil à sa sœur pour lui souhaiter à son tour son anniversaire, sans évidemment manquer de lui rappeler que ça y est, elle n'avait plus le même âge et qu'elle était à nouveau la plus jeune des deux. C'est un rituel hyper important qu'elles ont entre elles depuis 45, presque 50 ans. Donc le 25 mai, le jour de la disparition d'Emily, c'est une date hyper spéciale pour Amy, mais aussi pour Emily. Donc si vraiment elle avait dû mettre fin à ses jours, elle aurait jamais fait ça, elle aurait pas choisi le 25 mai, cette jour si particulière, qui est accessoirement la veille de l'anniversaire de sa sœur. Ça aurait été un truc horrible en fait de lui faire ça, de lui dire voilà, il y a ton anniversaire qui arrive et puis la veille maintenant tu vas penser à la mort de ta petite sœur. Enfin, Emily n'aurait pas fait ça. D'ailleurs, quand le corps d'Emily a été retrouvé en septembre 2020, Amy, dans les jours qui ont suivi, a écrit une grande lettre aux forces de l'ordre en leur demandant spécifiquement de ne surtout pas s'arrêter à la théorie selon laquelle ce serait un décès auto-infligé et en leur disant vraiment s'il vous plaît, regardez au-delà de ça, ma sœur n'aurait pas fait ça. Donc dès le départ, elle y croit pas du tout. Vous vous souvenez qu'après le décès de Joey, Emily a entamé une thérapie et Amy va nous raconter au tribunal que y a un moment donné où cette thérapie, Emily va y mettre fin et elle va se consacrer à ce qu'elle appelait elle la thérapie de la nature, c'est-à-dire aller faire des marches dans la nature de manière très régulière, être en connexion avec l'extérieur, s'occuper de ses plantes sauvages, voilà, ce genre d'activité qu'Emily adorait et qui lui faisait énormément de bien. Et puis elle va aussi se mettre au sport, et il y a même un moment dans les mois qui ont précédé sa disparition où Amy dit que Emily l'a appelée en lui disant « Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie, je trouve que tu devrais te mettre au sport toi aussi, tu vas voir, ça fait un bien, c'est fou. » We did have a phone conversation. I remember her saying that she felt better than she had ever in her life. And she was lifting weights and working out, and she said, "You need to start doing this." Et puis Amy, elle appréciait beaucoup Matt avant la disparition de sa sœur, ça se passait très bien entre eux, mais il faut reconnaître que c'était pas la joie, ils s'engueulaient en permanence tous les deux. Et d'ailleurs, quand Matt l'a appelé pour lui signaler la disparition d'Emily, écoutez un petit peu ce qu'Amy lui a répondu. And what did you hear on the other end? There was a pause, and as I remember it, it was, "Amy, this is Matt. I'm so sorry, Emily's gone." After he said, "I'm sorry, Emily is gone," how did you react? I said, "What do you mean she's gone? What did you fight about?" Because that would be the only explanation to me of what he said. Et puis ensuite, Matt va avoir un comportement très bizarre, il ne va pas aller au battu, et il va essayer de demander à Amy de prendre sa place dans certaines situations. And what was his response to you talking about a search party? This I remember. He said he didn't want to go out and look to find her dead under a tree somewhere. Isn't that what search parties are for? And he said he wanted to just let the police search for her. How would you characterize your conversations with him in those months after Emily was missing? Well, in the initial days, it was cordial. We were, sad together. We were strategizing how to look for her, how to keep track of all the people that wanted to look and all the places that people were looking. We had check-in calls once a day or every other day, kind of saying, where have you looked? Where have these people looked? And so that was part of our conversations. And then
It was kind of frustrating too because I was asked, can you give me a list of places to go and look? And I would give him a list, and then he'd follow up a couple days later. Can you give me that list again? Like the second week of June, approximately, I remember he called and said, I've appointed you to my spokesperson to the media, or I want you to be my spokesperson to the media. And I said, no, I'm not going to take on that role. Did you have another call where he asked you to take on a different role? Yes, within the next day or so, day or two, he said, I've decided that I want you to be my spokesperson to the police. And how did you react when he asked you to do that? I said, absolutely not. That is literally what you need to be doing. Et puis il y a plusieurs amis d'Emily qui vont défiler à la barre et qui vont expliquer que effectivement ça n'allait pas du tout entre Emily et Matt, mais ça on le savait déjà avec les SMS d'Emily, je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière. Clairement, c'était une période extrêmement compliquée pour le couple et c'était pas du tout garanti qu'ils restent ensemble. Officiellement, Emily Noble, elle a disparu le lundi 25 mai 2020, mais la dernière fois qu'Amy elle a eu des news de sa sœur, c'était la veille, c'était le 24 mai. Céleste Grown, qui est la meilleure amie d'Emily, elle témoigne également, et devinez quoi? Elle aussi, le dernier contact qu'elle a eu avec Emily, c'était le 24 mai 2020, aux alentours de 18h. Sunday was her birthday and I texted her a happy birthday a little after 6 in the evening. So that was on Sunday, May 24th, 2020. Right. And did you get a response? Yes. What was it? It was emojis. After that text of emojis, did you receive any more communications from Emily? No. Et 18h le 24 mai, c'est pas uniquement le moment où Emily arrête tout contact avec Céleste, c'est le moment où Emily arrête toute activité sur son téléphone, il n'y en a plus du tout après ça. John Kramer, le voisin d'Emily et Matt, qui avait dit initialement qu'il avait vu Emily partir marcher le 25 au matin et qui finalement s'était rétracté, il savait plus, vous vous souvenez, si c'était le 24 ou le 25, il va répéter son témoignage, il sait plus trop, et puis ce qu'il va nous dire, surtout au tribunal, c'est que, il a du mal à se souvenir en raison de son âge, certes, c'est ce que lui estime en tout cas, mais il y a aussi autre chose, c'est que Emily, elle partait marcher parfois plusieurs fois par jour, elle était tout le temps en balade en fait, et comme il regardait un petit peu par la fenêtre comme ça, quelle était l'activité de ses voisins, en fait Emily l'a vu partir tellement de fois marcher que ça explique un petit peu sa confusion, mais il est vraiment pas du tout sûr de l'avoir vu partir marcher le 25. Donc vous comprenez bien que la seule et unique personne qui dit et qui assure qu'Emily Noble était encore en vie le 25 mai au matin, qu'elle a passé la nuit du 24 chez elle, dans son lit, c'est l'accusé, Matthew Moore. Mais quand on regarde les éléments de preuve, tout porte à croire qu'Emily Noble n'a pas disparu le 25 mai, mais bel et bien la nuit du 24 au 25. Alors à partir de quel moment exactement est-ce que la police va soupçonner Matt d'être impliqué dans la disparition de sa femme? Dès le départ. Déjà parce que statistiquement, quand quelqu'un disparaît, c'est quand même très souvent le conjoint qui est responsable, mais aussi parce que dès le départ, dès l'intervention de la police après l'appel au 911, l'attitude de Matt, elle est quand même très bizarre. L'officier Hollis, qui est le premier à arriver à la maison de Matt et Emily après l'appel au 911, il a trouvé le comportement de Matt assez chelou. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de se relever dans la nuit pour aller aux toilettes. Qui est-ce qui revient pas se coucher dans son lit, mais qui va se coucher dans une autre chambre? C'est bizarre quand même. Et puis qui est-ce qui se lève le matin et qui décide de localiser son conjoint, non pas en faisant le tour d'une maison qui fait, rappelons-le, à peine 75 mètres carrés, mais qui s'assoit sur son canapé, prend son téléphone et regarde sur une application où peut bien se trouver son partenaire. Qui fait ça? Mais il y a surtout un moment très précis ce jour-là qui va particulièrement interpeller l'officier Hollis. On le voit sur la vidéo de la bodycam que je vous ai montrée en partie la semaine dernière. L'officier arrive, échange avec Matt et Céleste, fait le tour de la maison, il discute, puis il s'en va, il va un petit peu faire le tour du voisinage, il revient, il repart, il revient avec un collègue, donc il fait quand même plusieurs allers-retours comme ça, et il y a un moment où il revient à la maison de Matt et Emily, et Matt a quelque chose à lui montrer. Il a quelque chose à lui dire, et c'est ceci. Let me show you one thing. Okay. It's just because I'm crazy. No, show me. This thing here, I don't know. This thing here doesn't belong here.
What do you mean it doesn't belong here? It doesn't belong. That's where it belongs. Right there. I've never seen it. I just noticed it. Someone took it and put it there. Now, can she reach that? Because she's very short. I don't know. I would hate to think, I don't know, man. It's just weird that it's here. Why is this here? I don't... C'est un moment qui est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que Matt, il insiste comme ça sur ce câble qui est mal rangé? C'est quoi l'importance de ce truc? Est-ce que ce serait pas parce qu'il sait déjà qu'on va retrouver sa femme suspendue à un câble? Parce que s'il sait déjà qu'on va la retrouver accrochée à une branche avec un câble USB, quand il parle à la police dès le départ de ce câble qui est mal placé, il est en train de raconter une histoire. Et cette histoire, c'est quoi? C'est qu'Emily aurait pris le temps de chercher un câble, une corde, quelque chose, qu'elle avait une idée en tête, elle a pris ce câble-là, peut-être c'était trop gros, trop encombrant, finalement elle l'a reposé mais elle l'a pas reposé à sa place. Et lui il insiste, il dit que c'est quand même très bizarre qu'elle ait pas mis ce câble à sa place, elle qui était si méticuleuse. Bon mais évidemment à ce moment-là, quand l'officier Hollis il est sur place le 25 mai 2020, il ne sait pas encore comment on va retrouver le corps d'Emily, donc lui il note que c'est bizarre comme réaction, mais il n'en tire pas de conclusion parce qu'il est super professionnel. La police se met donc à la recherche d'Emily, et contrairement à ce qu'ils avaient dit en conférence de presse quelques mois plus tôt, eh bien c'est au tribunal qu'ils indiquent qu'en fait, ils n'avaient pas fouillé l'endroit où le corps se trouvait, ils avaient fouillé la maison et les alentours à plusieurs reprises, dont une fois avec un chien renifleur de cadavres, mais là ils vont nous expliquer un petit peu plus en détail exactement ce qu'ils ont fouillé. Donc ce qu'ils vont expliquer, c'est qu'en fait ils ont fouillé la maison et les alentours, puis ils sont allés se balader sur le chemin qui longe la forêt, mais qu'à aucun moment, ni eux ni le chien ne sont entrés dans la forêt. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas retrouvé le corps à ce moment-là, mais très probablement qu'il y était déjà. Il y a plusieurs policiers, en plus de l'officier Hollis, qui vont passer à la barre des témoins, notamment le détective Stephen Grubbs, qui était en charge de l'enquête, et Chad Holcomb, qui est un agent spécial du bureau d'investigation de l'Ohio. Ce sont deux des policiers qui ont repris l'enquête à partir du moment où on retrouve le corps d'Emily, puisqu'évidemment, à partir de ce moment-là, c'est plus une enquête pour disparition, mais pour mort potentiellement suspecte. Et ce qu'ils vont nous apprendre à ce moment-là, c'est comment était positionné le corps d'Emily quand il a été retrouvé. Je vous l'ai dit, Emily, elle avait donc un câble USB autour du cou, qui était relié à une branche d'arbre, et cette branche, normalement, était à peu près à 2 mètres de hauteur, mais c'était pas une très grosse branche. Donc Emily n'était pas suspendue dans le vide, en fait la branche penchait avec le poids de son corps, et elle était agenouillée, elle touchait le sol, elle était simplement maintenue comme ça en suspension par ce câble USB. Le câble USB, il a bien entendu été testé, on a recherché de l'ADN, on n'a rien trouvé dessus, mais c'est pas très étonnant après 4 mois passés dans la nature. À côté de la jambe gauche d'Emily, posée par terre, la police a retrouvé plusieurs objets, sa bague de fiançailles, son alliance, mais aussi une bouteille d'eau, et après analyse, ils vont se rendre compte que c'était pas de l'eau dedans, c'était de l'alcool. Et puis plus tard, au moment de l'autopsie, les médecins vont retrouver dans la poche gauche du legging d'Emily sa cigarette électronique, ce qui est cohérent puisqu'elle était gauchère. À ce moment-là, la police, elle sait pas s'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort auto-infligée, et bien évidemment, ils sont professionnels et ils tirent pas de conclusion. Mais il y a quand même des choses qui vont leur poser question. Déjà, Emily, elle était pas très grande, elle faisait à peu près 1m57. Comment elle a réussi à atteindre une branche qui se trouvait à 2 mètres de hauteur? Ça, c'est la première chose qui interpelle la police. Et puis, je vous l'ai dit, cette branche, elle est relativement fine. Et oui, ok, Emily, elle faisait 45 kilos, certes, mais ils se demandent si la branche, elle aurait pas dû craquer sous son poids. Si elle s'était bien suspendue comme ça dans le vide, est-ce que la branche aurait tenu? À vue d'œil comme ça, ils se disent que elle aurait dû craquer cette branche et ça leur paraît pas très cohérent. Donc la question que se pose la police à ce moment-là, c'est est-ce qu'on n'aurait pas plutôt attrapé la branche, tiré dessus, attaché le câble USB déjà relié au corps sans vie d'Emily, et puis laisser la branche remonter naturellement, ce qui expliquerait, plus vraisemblablement, que la branche n'est pas cédée. Mais encore une fois, dans cette affaire, tout le monde a très à cœur de bien faire son travail, c'est pas à la police de déterminer la cause de la mort, ça c'est le job du pathologiste. Or le médecin qui a examiné le corps d'Emily au départ, il a pas pu vraiment déterminer quelle était la cause de la mort. Tout ce qu'il a pu dire, c'est qu'il y avait des fractures de chaque côté de l'os hyoïde, qui est un os qui est au niveau du cou ici, et puis qu'il y avait aussi des mini-fractures au niveau du visage, notamment du nez, je vous en parlais la semaine dernière. Donc lui, ce qu'il va noter dans un premier temps dans son rapport, c'est que oui, Emily, elle est morte des suites de ses blessures, et puis c'est tout.
Mais ce qu'il indique pas dans son rapport, c'est si oui ou non, ces blessures, elles sont compatibles avec un décès par strangulation à l'aide d'un câble USB. Donc on n'est pas tellement plus avancé. Et pour avoir une réponse à cette question, l'accusation s'est tournée vers le docteur Bill Smock, S-M-O-C-K. Alors vous le connaissez probablement pas, quoique, sait-on jamais, mais aux États-Unis et particulièrement dans le monde juridique, le Dr Smock, c'est une grosse rosta. C'est la star des médecins légistes. Son métier à la base, c'est pas de déterminer la cause des décès, mais il se trouve que lui, il s'est spécialisé dans tout ce qui concerne la suffocation. Voilà, c'est un choix de métier comme un autre, c'est sa spécialité. Et pourquoi c'est une star, le Dr Smock ? Eh bien parce qu'il a participé en tant qu'expert à un procès dont vous avez forcément entendu parler, comme tout le reste du monde, un procès très célèbre, celui de l'officier de police qui a été accusé d'avoir tué George Floyd, cet homme noir qui a été tué en pleine rue, étouffé par le genou d'un officier de police. Donc vous comprenez pourquoi le Dr Smock, c'est vraiment un témoin phare dans cette affaire. Bon, il n'a pas eu accès ni à la scène de crime, ni au corps d'Emily, mais il a pu regarder les photos des os d'Emily, de la scène de crime, il a pu observer du coup les blessures qu'elle avait, et écoutez, il est formel, les blessures qu'elle a, ce n'est pas compatible avec une mort par pendaison. Et il n'y a qu'un truc avec lesquels ces blessures sont compatibles, c'est la strangulation manuelle, c'est-à-dire qu'Emily, elle n'a pas du tout été suspendue à un arbre, elle est morte, étranglée par quelqu'un. Again, is it your opinion to a reasonable degree of medical and scientific certainty that Emily Noble was strangled with continuous pressure for more than 62 seconds? Yes, ma'am. And that this pressure to her neck was so great as to cause 4 fractures? Yes, ma'am. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces blessures que présente Emily, tant au niveau du cou qu'au niveau du nez, en réalité, elles sont totalement compatibles avec une mort par pendaison auto-infligée. Mais ce que nous explique le Dr Smock, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet et qu'elles sont toutes formelles, elles montrent toutes la même chose, c'est qu'on ne trouve pas ces blessures chez des gens, chez des individus qui ont le même poids qu'Emily. Donc en fait, en dessous d'un certain poids, on ne trouve plus jamais ces blessures dans des cas de mort auto-infligée. Et après tout ça, qu'est-ce qui nous reste comme conclusion ? Bah que le décès d'Emily, ça ne peut être qu'un meurtre. Il n'y a pas d'autre solution. Surtout que les conclusions du Dr Smock, eh bien, elles sont soutenues par l'équipe médico-légale du comté de Delaware, qui est le comté où a lieu le procès. Évidemment, personne n'avait partagé ses conclusions avec le Dr Smock avant qu'il fasse son analyse. L'idée, c'était que lui, eh bien, il ne soit pas biaisé et qu'il parte de zéro. Je vous l'ai dit, le premier médecin légiste qui a examiné le corps d'Emily, il s'est pas du tout prononcé au début sur est-ce que c'est auto-infligé ou pas, mais dans un second temps, il y a une équipe qui a repris le dossier, qui a réexaminé le corps d'Emily et qui était aussi arrivée à exactement la même conclusion que le Dr Smock, en se basant exactement sur les mêmes éléments. Et puis le Dr Smock, il a aussi regardé, je vous l'ai dit, des images de la scène de crime, et pour lui, il est formel, c'est une scène qui n'est pas du tout compatible avec quelqu'un qui se fait ça lui-même ou elle-même. Donc là encore, pour lui, c'est une évidence que cette scène de crime, elle a été maquillée et ça va dans le sens de la théorie du meurtre, du coup. Voilà, tout a du sens. Et puis on a une autre experte qui va venir à la barre des témoins, le docteur Amanda New, qui est une professeure d'anthropologie à l'université de l'Ohio. Elle a eu l'occasion d'examiner les os d'Emily et elle est arrivée à une conclusion similaire que le Dr Smock. Elle a constaté les mêmes fractures que le Dr Smock au niveau de l'os hyoïde et puis elle a aussi trouvé une fracture au niveau de la cavité nasale, exactement comme Bill Smock. You also mentioned generally some perimortem trauma to the face. Can you tell us generally what that was? Yes, there was some perimortem trauma on the nasal bones and around the nasal aperture or where the nose is on the face. Donc toutes ces découvertes sont parfaitement raccord avec les conclusions du Dr Smock. Alors vous voyez, mesdames et messieurs les jurés, quand on voit tous ces éléments, quand on les met bout à bout, ça devient très clair ce qui s'est passé cette nuit du 24 au 25 mai 2020. Ce soir-là, Matt et Emily sont sortis pour célébrer les 52 ans d'Emily en ville, et puis ils sont rentrés chez eux. Probablement qu'une dispute a éclaté, est-ce que peut-être Emily a dit à Matt qu'elle allait le quitter, est-ce qu'elle l'a menacé de divorcer? En tout cas, suite à ça, Emily, pour se calmer, est sortie se balader comme elle en avait l'habitude. La nuit commence doucement à tomber, et Matt fait semblant de rester à la maison, mais en réalité,
quelques minutes seulement après le départ de sa femme, lui aussi, il se met en marche et il la suit. Et puis arrivé à hauteur de la forêt, Matthew Moore rattrape sa femme, l'étrangle et maquille son crime pour faire croire qu'elle s'est ôté la vie. Dès l'instant où il a déclaré sa disparition, Matthew Moore savait pertinemment que sa femme ne reviendrait pas et son comportement nous le prouve. Par exemple, un de leurs voisins nous a indiqué que Matt s'est mis à fumer à l'intérieur de la maison, ce qu'Emily n'aurait jamais toléré. Et puis on l'a vu dans l'entretien avec la police, dès le 27 mai 2020, 2 jours seulement après sa disparition, Matt parle déjà de sa femme au passé. Jamais, pas une seule fois, Matthew Moore ne s'est rendu physiquement à la recherche de son épouse. Il savait exactement où Emily aimait se balader, et pourtant, avant l'appel au 911, il a même pas essayé de sortir et de se rendre sur ce chemin pour voir si peut-être il l'a trouvé là-bas. Et vous savez pourquoi il l'a jamais fait, pourquoi il s'est jamais rendu dans cette forêt? Pas tout simplement parce que ça ne pouvait pas être lui qui trouvait le corps d'Emily Noble, ça aurait été beaucoup trop suspect. Alors vous voyez bien, chers membres du jury, que cet homme est coupable. I know I did not hurt her. I didn't do anything to her. So the other thing that I can think of is that she did something to herself. I know I did not hurt her. I didn't do anything to her. So the only thing I think of is she did something to herself. Ladies and gentlemen, I want you to consider that statement in reverse. Because I submit to you that the evidence shows, beyond a reasonable doubt, she didn't do anything to herself. Now, I submit to you the evidence shows that the defendant did hurt her. Bien sûr, tous les éléments que je vous ai présentés dans cette vidéo, ce sont ceux de l'accusation. Donc ils ont peut-être omis certaines choses, ils ont peut-être présenté certains éléments d'une certaine manière pour que ça aille avec le sens de leur théorie. En général, quand je regarde un procès, j'écoute l'accusation, je me dis « ok, c'est clair, la personne elle est coupable ». Après, j'écoute la défense, je me dis « ok, c'est clair, la personne elle est innocente ». Mais dans ce cas-là, je suis un peu mitigée. Je trouve que le cas de l'accusation, il est plutôt bon, hein, ils ont quand même pas mal d'éléments pour eux. Mais je sais pas, je trouve que je termine avec pas mal de questions en fait, et... ouais, je trouve qu'il y a des trous dans la raquette quand même dans cette histoire. Et évidemment, vous vous en doutez, ces petits manquements, la défense, elle va s'engouffrer dedans, elle va prendre chaque élément approximatif et l'utiliser pour retourner complètement la situation et proposer une toute autre version des faits. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la thèse de l'accusation, elle vous a convaincu? Ou est-ce que, comme moi, vous êtes un petit peu en mitigade? Est-ce que vous voyez les points sur lesquels la défense va pouvoir attaquer, ce qu'elle va pouvoir remettre en question? Et si oui, à votre avis, c'est lesquels? Si vous deviez essayer de prouver que Matthew Moore est innocent, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous vous y prendriez? Dites-moi tout ça dans les commentaires si vous voulez bien, comme ça on pourra en discuter, échanger un petit peu autour de tout ça en attendant la prochaine vidéo, dans laquelle je vous partagerai cette fois-ci la théorie de la défense, et puis comme ça vous pourrez comparer et voir si vous êtes de bons enquêteurs. Et vous verrez que la théorie de la défense, elle vaut sacrément le coup parce que Matthew Moore, il s'est dégoté une avocate qui est absolument incroyable, tellement incroyable qu'elle est d'ailleurs considérée comme l'une des meilleures avocates criminelles des États-Unis, et je crois que quand vous allez la voir plaider, vous allez très vite comprendre pourquoi. 24 years, over 150 jury trials, I've never had a harder closing argument than this, because honestly, in most, I've got evidence to attack. This case is totally speculation. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. À bientôt. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.